Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du revenu de base. Le revenu de base, c'est cette allocation minimum d'existence versée aux plus précaires comme arme de lutte contre la pauvreté. C'est Benoît Hamon qui a fait connaître le principe à tout le pays lors de la campagne présidentielle, jugé alors totalement utopiste et irréalisable par ses opposants. Pourtant, 13 départements ont décidé de l'expérimenter dans une forme un peu différente. Ils interpellent l'État pour que soit votée une loi et créer un fonds spécial. Le revenu de base serait-il alors faisable, finançable, par qui et pour qui? Autant de questions dont nous allons débattre ce soir avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Alexandre Malafaye à Benjamin Correa. Nous reviendrons sur cet accord entre députés et sénateurs cet après-midi en commission mixte paritaire au sujet de cette réforme SNCF. Ils ont donc trouvé une version commune du projet de loi. Prochaine étape, un vote à l'Assemblée, mercredi, puis au Sénat, jeudi. La marge de manœuvre des opposants au texte devient minime, mais ils feront pression jusqu'au bout. Nouvelle journée de grève et de manifestation demain. Ces actions ont-elles porté leurs fruits? Cette semaine décisive portera-t-elle un coup à l'union syndicale? Nous en débattrons avec nos spécialistes. Mais d'abord, ce revenu de base que beaucoup jugeaient totalement incongru il y a encore quelques mois. Il va peut-être devenir réalité dans certains départements. Après études de faisabilité et consultations citoyennes, 13 départements veulent donc lancer l'expérimentation et en appellent à l'État. Est-ce l'avenir de la lutte contre la pauvreté? On va poser la question à nos invités juste après ce point sur le dispositif avec Julie Hulin. Benoît Hamon en rêvait. Un an après sa défaite à la présidentielle, le revenu universel revient sur le devant de la scène. 13 départements souhaitent l'expérimenter, tous socialistes ou associés. Une démarche lancée il y a 2 ans par Jean-Luc Glaise, le président du conseil départemental de la Gironde. Plusieurs scénarios sont envisagés, mais dans tous les cas, ce revenu ne serait destiné qu'aux plus précaires, en substitut de certaines aides sociales. Un revenu de base sous condition de ressources, compris entre 431 et 765 € et accessible à partir de 18 ou 25 ans. Coût de l'expérimentation, entre 2,8 et 4,8 millions d'euros par an. L'objectif, le tester sur un échantillon représentatif de la population d'au moins 20 000 personnes pendant 2 ans. Pour rendre ce test possible, les élus souhaitent soumettre à l'exécutif une proposition de loi à la rentrée. Autre possibilité, la réforme constitutionnelle souhaitée par Emmanuel Macron qui pourrait assouplir le droit à l'expérimentation. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Nicole Tequet, bonsoir, coordinatrice au Mouvement français pour un revenu de base. Raphaël Legendre, journaliste économique à l'Opinion. Bonsoir. Marc de Basquiat, docteur en économie, contributeur au think tank Génération Libre et président de l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence. Stéphanie Villers, bonsoir à vous également, chef économiste d'Humanis. Je voudrais qu'on débatte d'abord de cette initiative des 13 départements en collaboration avec la Fondation Jean Jaurès et de sa faisabilité. Après 6 mois d'études, ils sont arrivés à une réforme autour de 3 principes. Versement automatique et immédiat, dégressivité en fonction des ressources, ouverture aux moins de 25 ans. Faisable ou utopique, Raphaël Legendre? C'est tout à fait faisable. C'est le nom en fait de cette mesure qui paraît un peu une utopie, le revenu universel, comme si chaque citoyen aurait une rente à vie garantie, qu'il travaille ou pas. Ça fait un peu rêver, mais c'est pas tout à fait ce qui se cache derrière cette mesure. En réalité, ce dont on parle, c'est plutôt d'un exercice de simplification et d'unicité des différentes aides sociales qui sont versées déjà aujourd'hui, et on parle notamment du RSA et de la prime d'activité. En fait, l'idée derrière, c'est très simple, c'est d'abord de maximiser le recours à ces aides qui ne sont pas demandées par tout le monde. Vous avez 30% 34, de gens qui pourraient réclamer ces aides et qui ne le font pas. C'est donc des aides mal ciblées. Et par ailleurs, il y a tout un maquis effectivement d'aides qui sont dans différents organismes auxquels personne ne comprend rien. Donc il y a un gros travail de simplification à faire. Et c'est ça en fait ce revenu universel. Ça serait en réalité une aide sociale unique. C'est un projet sur lequel le gouvernement est actuellement en train de travailler. Nicole Tequet, vous êtes d'accord? C'est finalement une simplification du dispositif actuel. Mais alors quel avantage pour les plus précaires si finalement ce sera juste un condensé de ce qui existe déjà? Alors oui, tout à fait. En fait, c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça constitue une avancée vers l'amélioration notamment du RSA, dans le sens où ça l'élargit aux 18-25 ans, où ça propose une automaticité du versement et donc une réponse au non-recours. Après, pour le mouvement français pour un revenu de base et pour l'ensemble en fait
des militants et des penseurs de l'idée depuis des dizaines et des dizaines d'années, ce qui est proposé par les départements à l'heure actuelle n'est pas un revenu de base. Par là, j'entends la définition du revenu de base telle qu'on la propose au MFRB et aussi, qui est aussi la traduction de Basic Income, revenu de base. C'est un revenu qui soit garanti, mais qui soit inconditionnel, universel et individuel. Et là, en l'occurrence, ce qui est proposé par les départements est plus une étape vers le revenu de base, mais pas un revenu de base en soi. Donc vous nous dites que c'est pas assez. C'est pas assez dans le sens où, d'après la définition du revenu de base, ce n'est pas un revenu de base. Par contre, ça peut constituer une étape vers sa mise en place. Ça constitue une bonne avancée. Je pense qu'avec le RSA versé automatiquement en l'élargissant aux 18-25 ans, on va dans la bonne direction, mais pour l'instant, ça reste encore assez prudent. Marc de Basquiat, vous êtes d'accord, ce n'est qu'une étape? Ils ont tort de parler de revenu de base, c'est pas un revenu de base? On peut dire qu'ils ont tort de parler de revenu de base. Ce n'est pas un revenu de base, c'est certain. C'est certain. De la même manière que les Finlandais, quand ils expérimentent quelque chose en Finlande, ce n'est pas un revenu de base non plus. On y viendra à l'exemple finlandais. Voilà. Donc, de manière générale, à chaque fois qu'on veut expérimenter quelque chose, ce n'est jamais un revenu de base. Parce qu'un vrai revenu de base, c'est une mesure fiscale et on ne peut pas l'expérimenter. On ne peut pas expérimenter une mesure fiscale, ce n'est pas possible. Si vous m'expliquez l'inverse, bon, voilà, ce n'est pas possible. En réalité, un revenu de base, ça nécessite 4 réformes. Ça nécessite effectivement une réforme des biens sociaux. Ce qu'on voit que le RSA, automatiser le RSA, première activité, c'est très bien, c'est parfait. Première partie, c'est plus facile en fait. Deuxième partie, plus compliquée, réforme de l'impôt sur le revenu. Beaucoup plus compliqué, beaucoup plus structurant, et c'est ça qui est le plus important dans la démarche. Troisième partie, c'est réformer les cotisations sociales. Cotisations sociales qui sont très compliquées, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire. Troisième partie indispensable. Et peut-être le plus facile, mais néanmoins significatif, ce sont les aides familiales. Toutes les prestations familiales pour les enfants, qu'elles soient fiscales, sociales ou familiales, tout ceci doit être revu également. Donc il y a vraiment 4 parties. Pour l'instant, on touche à une des 4 parties, la plus facile. C'est bien de le faire, mais c'est vraiment, on est très loin des revenus de base, très loin. Stéphanie Villers, revenons sur cette initiative des 13 départements. L'expérimentation sur 20 000 personnes pendant 2 ans coûterait entre 2,8 et 7,5 millions d'euros par an. Au niveau national, ils l'ont chiffré également, ça coûterait entre 9,6 et 25,7 milliards d'euros. Tout le monde a l'air de dire que ce n'est pas une utopie, tout cela est faisable, mais quel financement ? Oui, il y a 2 questions. Il y a quel financement et quel but in fine. Oui. C'est-à-dire on y viendra au but, effectivement, sur la valeur travail. On est sur le revenu universel ou revenu de base, quel que soit le nom derrière, les élus nous expliquent. Pour eux, ils veulent lutter contre la pauvreté. Pour eux, c'est une manière d'abaisser le taux de pauvreté, puisque certaines personnes n'ont pas accès, sont mal informées et n'ont pas accès aux aides sociales. Après, on sait que le gouvernement veut réduire ou en tout cas améliorer l'efficacité de la dépense sociale. Donc, il devrait quand même s'emparer du sujet. C'est effectivement centraliser l'aide sociale dans un seul pôle pour savoir exactement ce qui est donné par citoyen. C'est peut-être une bonne démarche pour savoir exactement ce qui est donné par personne qui est nécessiteuse. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a tellement d'aides différentes qu'on ne sait pas trop en fait qui l'obtient et à quoi ça sert en fait. Est-ce que pour autant il y a réellement est-ce que ça facilite le retour vers l'emploi, parce qu'on voit que là, encore l'efficacité de ces mesures-là sont encore à prouver, que ce soit les mesures passées des aides sociales globales ou le revenu de base, ou revenu universel ou revenu. Juste un mot pour qu'on comprenne bien, Raphaël Legendre, une centralisation, ça veut dire que ça coûtera plus cher, que ce sera plus difficile à financer ou pas du tout? C'est très clair, enfin, vous l'avez dit très bien, on reprend les chiffres, il faut les répéter quand même. C'est entre 9 et 25 milliards d'euros de dépenses supplémentaires à l'échelle nationale chaque année. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez une automatisation de ces versements. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et là, vous serez sûr que tout le monde en profite très bien, sauf que comme il y a 30% notamment des jeunes qui ne les touchent pas, forcément, ça coûte plus cher. Par ailleurs, vous avez un mécanisme un peu compliqué qui s'appelle la déclaration sociale nominative, mais qui va permettre par exemple d'instaurer l'impôt sur le revenu à la source l'année prochaine, qui est en fait une sorte de tuyau entre l'administration fiscale et ce que vous touchez directement. Ça veut dire qu'avec cette allocation unique ou ce revenu universel, l'administration saura quasiment au jour le jour ce que vous touchez et si vous avez le droit à cette allocation. Donc, davantage, encore une fois, d'aide sociale. Bon, on est dans un chantier là actuellement en préparation au sein de Bercy pour Darmanin et Bruno Le Maire en ont parlé, pour revoir un petit peu ces aides sociales, les rendre plus efficaces. On est là dans un travail d'efficacité, mais on est aussi dans une contrainte budgétaire qui est telle aujourd'hui que 25 milliards d'euros,
c'est très clairement impossible pour l'heure. Je rappelle qu'on a 60 milliards de déficit, que la France est quasiment le dernier pays de la zone euro en termes de réduction des déficits et qu'on a fait des promesses pour établir le budget à l'équilibre d'ici la fin du quinquennat. Donc pour l'instant, c'est très clair, l'État n'a pas les moyens de ses ambitions. Nicole Tequet, il n'a pas les moyens, l'État ? La France est la 5e puissance économique mondiale. Quand on parle d'un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, quand on parle de la moitié des agriculteurs qui ont 350 € de salaire par mois, oui, c'est un coût. Après, moi, ça me gêne de dire que c'est un coût parce qu'au final, ce qui sous-tend derrière ça, c'est plus une question de volonté politique, de courage politique et aussi de prioriser. Qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que la lutte contre la pauvreté est une priorité politique ? Est-ce que nous, ce qu'on défend aussi derrière l'idée du revenu de base, c'est pas une simple aide sociale, c'est vraiment un projet de société, un outil qui défend un projet de société qui remet l'humain au cœur de préoccupations. Vous parliez des enfants et des agriculteurs, je voudrais ajouter les jeunes qui sont aussi évidemment la cible privilégiée, notamment par ces 13 départements et la Fondation Jean Jaurès. 16,1% des jeunes âgés de 18 à 24 ans sont en dessous du seuil de pauvreté, contre 7,2% chez les 25-64 ans. Ce sont les jeunes qui sont essentiellement ciblés dans cette affaire. Marc de Basquiat. Alors, il est vrai que le rapport du Sénat de 2016, effectivement, qui proposait d'expérimenter, c'était un document qui vient de cette maison, donc je vais le citer. Vous avez bien fait. Très beau travail, très beau travail. Effectivement, pointait bien cette dimension-là, disant que si on travaille sur un revenu de base, il serait intéressant de s'intéresser plus particulièrement aux jeunes. Par rapport à ça, je suis assez nuancé. Ah. Je suis assez nuancé et donc, quelque part, je donne un peu raison aux deux, là, mes deux collègues. Effectivement, 25 milliards, dire qu'on va dépenser 25 milliards de plus, c'est totalement utopique. Et je ne suis pas un gars utopique du tout. Je suis un ingénieur, je suis un économiste. Vous êtes rationnel. Non, donc 25 milliards, pour moi, c'est une fantaisie. Donc, qu'on puisse tester des choses, très bien. Le généraliser à 25 milliards, c'est un rêve. Néanmoins, pour les jeunes, il est vrai que nous avons une situation aujourd'hui où les jeunes sont empêchés de rentrer dans la vie. Et ça, c'est vraiment une vraie difficulté. À l'autre bout, si on donne de l'argent de manière généreuse à tous les jeunes, est-ce que ça va pas devenir un problème pour eux aussi ? Est-ce que les gens disent, tiens, finalement, c'est facile, bon, faire des études, faire ci, faire des efforts. Confortable. Bon. Alors, ça, on ne sait pas. On ne sait pas, ça n'a jamais été testé. Donc, à petite échelle, le tester sur une population de jeunes, voir si on donne des montants inconditionnels à une population jeune entre 20, 25 ans, que se passe-t-il ? Ça sera intéressant à regarder. Je ne connais pas la réponse. Et c'était effectivement une question posée pendant la campagne présidentielle. Mais généralisé. Benoît Hamon avait fait du revenu de base l'un des pivots de son programme. Certains observateurs diront même plus tard que cette proposition lui a coûté très cher en termes de crédibilité politique. Je voudrais qu'on l'écoute et qu'on y revienne ensuite. C'était en mars 2017. Je créerai bien évidemment le revenu universel d'existence. Il permettra, dans sa première étape, dès le 1er janvier 2018, d'augmenter automatiquement le revenu des actifs, ouvriers, employés, indépendants, étudiants dont les revenus sont inférieurs à 2 200 € net, prioritairement donc ceux dont les moyens sont les plus faibles. Voilà pour la proposition phare de sa campagne. On aurait pu penser que l'initiative des 13 départements socialistes aurait l'aval de Benoît Hamon. Pourtant non, il veut aller encore plus loin, un peu comme ce que vous disiez Nicole Tequet. Regardez ce qu'il a tweeté il y a quelques jours. L'expérimentation sur le revenu de base proposée par 13 départements ne doit pas se résumer à une reformulation des aides qui existent déjà. Il faut choisir l'audace sociale. Le revenu universel et inconditionnel d'existence combinerait revenu décent et autonomie pour tous. Au fond, c'est un vrai changement de rapport à la valeur travail. Stéphanie Villers. Voilà, il faut pas. Là, on mélange un peu. Il y a le revenu où en fait on le reçoit en restant chez soi, sans rien faire. Et il y a le salaire, et ça c'est différent, qui est effectivement un revenu lié à sa capacité de production. C'est parce qu'on va travailler qu'on obtient un salaire. Et je pense que offrir à des gens qui sont là encore, qui sont dans une situation de pauvreté, parce que c'est l'objectif qui a été mis en avant par les élus, sans accompagnement derrière de ces personnes qui sont écartées de l'emploi, ça n'amènera à rien. Il faut effectivement, l'idée est pas mauvaise effectivement de faire ça au niveau local, puisqu'il faut au niveau local accompagner ces gens qui ont été mis sur la touche, qui peuvent pas arriver sur le marché du travail parce qu'ils sont jeunes et ils n'ont pas de formation, parce que généralement ceux qui effectivement sont en situation de pauvreté, c'est ceux qui ont des diplômes niveau 3e, et donc ils ont du mal effectivement, ils n'ont pas de qualification
qualification. Donc il faut arriver, si vous voulez, c'est comme un constat d'échec de leur dire on leur donne un revenu plutôt qu'on leur propose on leur fournit un emploi. Et ça, c'est pour ça il faut effectivement rester prudent. On n'est pas dans une situation où effectivement on pourrait permettre à tout le monde d'avoir un revenu sans derrière avoir un projet notamment en termes de croissance et sur le niveau d'employabilité de ces gens-là. Alors Raphaël Legendre, puis Marc de Bastille. C'est très important ce qui a été dit là, effectivement, il le rejoint complètement. On a 9% de chômage en France. Sur ces 9%, on a environ 3% de chômage frictionnel, c'est-à-dire des gens qui changent de boulot mais qui retrouveront, si vous êtes diplômé aujourd'hui, vous êtes au plein emploi, les cadres sont au plein emploi, les diplômés sont au plein emploi. On a structurellement en France 2 millions de personnes qui ne sont pas diplômées, qui ne sont pas formées, qui sont en dehors de l'emploi, pour certains depuis très longtemps, et le cœur de l'action sociale doit aller vers ces populations. Et le cœur des aides sociales, sous quelque forme qu'elles soient, doivent aller vers ces gens. Pas effectivement pour que l'État leur donne 450 € par mois et leur dise débrouillez-vous avec ça, on ne s'en sort pas avec 450 € par mois, mais il faut un dispositif d'accompagnement, de retour à l'emploi qui doit se faire, ça c'est très important, au niveau local effectivement, au niveau des missions, des départements. Les régions ont récupéré la compétence sur le travail. Il y a une grande réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle qui doit accompagner cette réforme de l'allocation unique. Et c'est très important que ça se fasse au niveau local. Il ne faut pas oublier que on n'est pas dans l'instauration d'un revenu de base universel où on pourrait se dire c'est formidable, l'État va pourvoyer à tous mes besoins sans que je travaille. On arrête de travailler, tout va bien. Ça n'existe pas. Par contre, que ce soit concentré sur ces 2 millions de personnes qui en ont le plus besoin en France, avec un accompagnement individualisé sur le retour à l'emploi, ça c'est très important. D'autant plus qu'on parle de quelques centaines d'euros par mois, ce qui de toute façon paraît assez insuffisant si on a un tout petit peu d'ambition, ne serait-ce que pour son confort personnel, Nicole Tequet. Alors tout dépend des propositions de financement. Il y a des propositions de financement qui vont de 500 à 1500 € par mois. Moi, ce que je constate là à l'heure actuelle, c'est vraiment sur la valeur travail qui est un des éléments de blocage principaux sur la question du revenu de base. Mais c'est aussi une question de changer de logiciel peut-être. Quand on voit que l'automatisation va détruire de plus en plus d'emplois, quand on voit que les personnes qui sont déjà dans l'emploi accumulent les burn-out, les maladies liées au travail, quand on voit que d'un autre côté, les chômeurs n'arrivent pas à trouver d'emploi, on a l'impression qu'il est nécessaire maintenant de trouver une autre solution. Vous voulez dire que le travail ne remplit plus sa fonction sociale et que peut-être il faut changer son fusil d'épaule, arrêter de travailler? Je ne comprends pas bien ce que vous... Non, l'idée, c'est pas d'arrêter de travailler, c'est d'arrêter avec cette valeur travail qui place le travail au cœur de toutes les préoccupations, qui est le seul outil presque d'estime de soi et qui fait aussi en sorte que finalement les chômeurs sont taxés d'assister et aussi le vivent très mal. Donc c'est aussi... Donc concrètement, ça veut dire travailler moins d'heures par semaine et tout en étant accompagné par ce revenu de base. On peut très bien envisager une redistribution du temps de travail. Ça peut être une option, mais l'idée derrière le revenu de base, c'est aussi la liberté de choix, de pouvoir travailler moins, de pouvoir choisir à certains moments d'arrêter de travailler pour se former, pour changer de carrière, d'arrêter de travailler aussi pour passer un certain temps avec un parent malade, ou etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment que l'individu soit libre de ses choix et ne soit pas menotté à cette idée de valeur travail sous prétexte de devoir contribuer à la société. Marc de Basquiat, on est obligé de se poser la question, ne serait-ce qu'à cause de l'ubérisation, de l'automatisation, de la robotisation. Tout cela est obligé de nous interroger sur la valeur travail aujourd'hui? De toute façon, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que l'être humain a besoin de se réaliser. Il a ce besoin vital de se réaliser par une activité, dans sa famille, avec ses voisins, voilà. C'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain, de travailler. Travailler au sens de faire quelque chose. Ensuite, d'être salarié tel qu'on le connaît, c'est plus discutable. Mais de travailler, tout le monde travaille. Tout le monde travaille dans ce pays. Même les chômeurs travaillent. Oui, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde travaille. Ils réalisent quelque chose. Ce débat sur travail, non-travail, non, c'est un débat un peu curieux. Naturellement, l'homme travaille et a besoin de travailler. Donc moi, jamais je ne défendrai une idée qui consiste à dire « chouette, les gens ne vont plus travailler ». Non, ça c'est une erreur absolue. Ce qu'il faut voir néanmoins, c'est que dans nos systèmes actuels, nous avons un tas de mécanismes, vous citez tout à l'heure, un tas de mécanismes qui sont là pour aider les gens à travailler et avoir une rémunération digne tout en travaillant. Le plus gros, on ne voit pas assez, mais le plus gros, ce sont les exonérations de cotisations sociales patronales, c'est-à-dire que l'État va aider le patron à payer un revenu relativement élevé, entre le SMIC et 1,5 SMIC, à son salarié. Donc nous avons joué des aides indirectes via l'employeur qui sont
un soutien monétaire indirect. Nous avons du direct avec le RSA, nous avons de l'indirect via les cotisations sociales, et ensuite nous avons un tas de mécanismes très compliqués au niveau des impôts. Et ce que nous disons, nous, c'est de simplifier tout ça. C'est de faire la synthèse de tout cela. Faire la synthèse. Les mécanismes existent déjà, les transferts existent déjà, ils sont extrêmement compliqués, personne n'y comprend rien. Et je pense que autour oui, je vous confirme. Voilà, c'est normal, en fait. C'est normal, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et pour moi, c'est un déficit démocratique important. Est-ce qu'on lutte contre la pauvreté avec un système universel, en fait, qui est un système fiscal, en fait, de on réforme fiscale. On élimine tous les effets de seuil. On élimine toutes les trappes. Quelqu'un qui a un revenu universel dans un mécanisme tel que nous le proposons, qui est un mécanisme extrêmement simple, dès qu'il travaille 1 heure de plus, ce revenu qu'il a en plus, c'est un revenu en plus. Et il n'a rien à faire, il n'a aucune déclaration, il n'a aucune démarche d'aucune sorte. C'est totalement automatique. Et si ces revenus augmentent beaucoup, ça continue à augmenter et il n'y a aucune démarche. Alors, que compte faire exactement le gouvernement actuel? Pour le savoir, nous avons cherché des déclarations d'Emmanuel Macron sur le sujet. Figurez-vous qu'il n'y était pas totalement hostile à ce revenu universel. Écoutez ce qu'il disait en janvier 2016. Il est alors ministre de l'économie, il est invité de RMC et il répond à la question d'un auditeur. Sur le revenu universel, je trouve que c'est une idée intéressante. Faut pas réduire le débat êtes-vous pour, êtes-vous contre. Oui, mais je pense que c'est une idée qu'il faut creuser pour les prochaines années. Pourquoi ? Parce que elle va dans le sens de donner la possibilité à chacune et chacun d'avoir un point de départ dans la vie. C'est ça l'idée du revenu universel. Stéphanie Villers, je vous avoue qu'en préparant cette émission, quand j'ai découvert cet extrait sonore d'Emmanuel Macron, moi j'ai été surprise. On a un gouvernement qui aujourd'hui nous dit l'émancipation passe par le travail et on a là un ministre de l'économie, ancien ministre de l'économie, qui dit ne pas être contre. Que faut-il comprendre ? Non, mais effectivement, c'est une idée qui fait débat et qui séduit de plus en plus de monde, notamment dans le contexte, comme vous avez dit, de révolution technologique qui effectivement est en train de détruire une partie du travail dans l'économie traditionnelle. Par contre, moi je pense que ce qui est détruit dans l'économie traditionnelle peut être créé dans la nouvelle économie. Il ne faut pas non plus balayer d'un retour de main et croire qu'il n'y aura pas de nouveaux emplois possibles. Il y a une étude américaine qui prouve que en 2050, 80% des emplois n'existent pas encore aujourd'hui. Donc il y a quand même encore un bel espoir et considérer que le travail, enfin le salariat, je ne sais pas comment exprimer ça, a encore de belles années et de belles décennies devant lui. Donc, ça vous surprend quand même d'entendre Emmanuel Macron se dire pas vraiment hostile au dispositif ? C'est presque un dogme, c'est une philosophie en fait maintenant, cette histoire de revenu universel ou de revenu de base. On est obligé de travailler là-dessus, on est obligé de se dire que peut-être un jour on n'aura plus besoin de se déplacer, qu'il y aura ces machines qui vont nous remplacer. Et donc qu'est-ce qu'on va faire effectivement lorsque la valeur travail n'aura pas la même définition et la même valeur. Il va falloir repenser tout ça, mais par contre on a quand même des années devant nous pour réfléchir à ce type de sujet. Raphaël Legendre, on a appris que mercredi prochain, Emmanuel Macron allait tenir donc son discours devant le Congrès de la Mutualité à Montpellier. Et l'Élysée a fait savoir tout à l'heure qu'il souhaitait, lors de ce discours, un RSA plus efficace pour le retour à l'emploi. RSA plus efficace pour le retour à l'emploi. Est-ce que ça veut dire revenu de base finalement ou revenu universel ? Oui, c'est un peu ça. On a du mal à savoir pour l'instant ce que souhaite réellement faire le gouvernement. Gérald Darmanin a eu une interview un peu étonnante chez M. Bourdin, je crois, la semaine dernière, indiquant qu'on avait un problème avec la prime d'activité qui était passée de 4 à 6 milliards en 2 ans et qu'il fallait revoir ça, il fallait revoir l'efficacité. Ça semble assez logique. La prime d'activité, c'est un revenu complémentaire incitant au retour au travail pour que les personnes sortant de l'inactivité ne perdent pas trop d'aide ou de pouvoir d'achat tout simplement parce qu'il y avait un effet de seuil en touchant un SMIC 2 qui reste des bas revenus. On perdait des aides, on devait payer des places au musée ou je ne sais quoi ou caisse. Voilà, il y avait une perte de pouvoir d'achat. La prime d'activité, elle est là pour accompagner dans le retour à l'emploi encore une fois et si elle a augmenté, si son coût budgétaire a augmenté, c'est tout simplement parce que l'emploi a augmenté. Le seul signal, c'est peut-être que c'est de l'emploi à bas salaire qui a principalement été créé ces dernières années. Mais il est normal que cette prime d'activité augmente et c'est plutôt un bon signe, j'ai envie de dire. Ça veut dire que des gens reviennent dans l'emploi. On a créé 260 000 emplois dans l'économie marchande l'année dernière. Après, ce que souhaite faire exactement Emmanuel Macron,
on n'a pas vraiment de signe pour l'instant. On sait qu'il y a un plan pauvreté qui est attendu dans quelques semaines, avec cette idée de contemporanéité des versements, de simplification, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Nicole Tequet, qu'est-ce que vous savez des intentions gouvernementales? Est-ce que vous êtes surprise d'entendre Emmanuel Macron à l'époque? Il était ministre de l'économie, il y a peut-être d'autres raisons qui l'ont poussé à dire ça, mais tout de même, je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Vous pensez qu'Emmanuel Macron peut aller vers ça? Alors, nous avions été auditionnés à l'Élysée dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, justement. Quand ça? C'était il y a quelques mois. D'accord. Et nous avons constaté malgré tout que les réactions face aux revenus de base n'étaient pas positives, à l'heure actuelle en tout cas, même sur les propositions qui vont vers un RSA automatique, donc le versement de RSA automatique qui est proposé par les départements notamment. Donc j'avoue que je serais assez étonnée de voir des réactions du gouvernement qui iraient dans le sens du revenu de base, notamment ce que vous disiez sur le fait que Gérald Darmanin disait que les aides sociales coûtait trop cher, que le gouvernement a l'air d'être très porté sur l'efficacité de l'aide, et ce qui n'est pas du tout notre positionnement à l'heure actuelle. Donc je suis très curieuse de voir ce que oui, parce que vous, c'est une vision clairement idéologique. Alors, qu'en est-il du revenu de base ailleurs dans le monde? Pas mal de pays ont tenté l'expérience, certaines villes américaines, canadiennes, l'Inde, la Namibie, avec un succès mitigé à chaque fois. Plus près de nous, la Finlande, vous en parliez tout à l'heure, c'est pour ça que je vais vous interroger là-dessus. Expérimentation lancée en janvier 2017. 2000 citoyens âgés de 25 à 58 ans ont touché 560 € par mois, indépendamment de leurs autres ressources. Problème, le gouvernement a décidé d'arrêter finalement le dispositif et part sur une approche absolument radicalement différente, avec beaucoup plus d'obligations pour les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que là, ils sont passés dans l'extrême inverse, comme si l'expérience avait été quand même plutôt nuisible, néfaste. Que faut-il en penser? Alors là, il faut clarifier des choses. Les expérimentations, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas, ce n'est pas possible techniquement d'expérimenter un revenu de base complet. Donc ce qui a été fait en Finlande, c'est une sorte de RSA plus inconditionnel. Bon, c'est un dispositif qui n'est pas généralisable. On ne peut pas généraliser ce qui a été testé en Finlande. Ce n'est pas possible. C'est un truc, ça coûterait des milliards et des milliards. Elle est là, l'utopie. Sans aucun sens. Donc toutes les expérimentations sur lesquelles on teste quelque chose en disant ça pourrait être généralisé, non, ce n'est pas possible. Et donc, tout ce qui a été fait en Namibie, en Inde... Oui, en Namibie, j'allais vous en parler. Vous les connaissez, ces exemples-là? Bien sûr. Tout ça sont des expérimentations sur lesquelles on a appris des choses. On a vu les gens, leurs réactions, comment ça les a dynamisés, comment les enfants allaient plus à l'école, comment ils étaient mieux soignés, comment ci, comment ça. On a appris plein de choses intéressantes. Mais ce n'est jamais un dispositif complet, avec la fiscalité dedans, qui permet de généraliser. Jamais. Donc, effectivement, toutes ces expérimentations, il faut être très humble. On apprend des bouts de choses. Mais le gouvernement finlandais n'a pas décidé d'arrêter. Ce n'est pas la question du tout. Le gouvernement finlandais a dit « OK, on l'a prévu 2 ans. À la fin des 2 ans, on fera un bilan et on apprendra des choses après. Rien de plus. Donc il n'y a rien de nouveau. Pourtant, ça avait fait beaucoup de bruit quand ils avaient lancé l'expérimentation. Ça, c'est des fake news, ça, encore. C'est des fake news. Oui. Et ça qui est terrible, c'est qu'on entend des choses absolument sidérantes, alors que en réalité, c'est juste un test, on regarde des choses, on apprend, c'est très partiel, c'est tout. Donc je comprends qu'au niveau local, c'est faisable et intéressant, au niveau national, c'est compliqué. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Alexandre Malafaye à Benjamin Correa. Nous allons notamment revenir sur la suite du processus législatif autour de cette réforme SNCF. Commission mixte paritaire cet après-midi au Sénat. Députés et sénateurs ont trouvé un accord sur une version commune. La pression des cheminots a-t-elle porté ses fruits? Réponse avec Jérôme Rabier. La salle avait été réservée de 14h à 22h au cas où, mais 1 heure aura suffi pour que députés et sénateurs se mettent d'accord sur le pacte ferroviaire. Le texte dans sa version sénatoriale, qui donne des garanties sur les transferts de personnel ou sur la préservation de certaines dessertes, a été très largement validé, au grand bonheur des présidents des 2 commissions des assemblées. Comme l'avait dit la ministre Elisabeth Borne, le texte du Sénat constituait déjà un point d'équilibre, et également parce qu'il y a eu, depuis l'adoption par le Sénat, un travail important qui a été fait par les rapporteurs, Jean-Baptiste Djebbari et Gérard Cornu, pour arriver à trouver des solutions aux points qui restaient en discussion. Un accord voté par 12 parlementaires sur les 14 réunis, l'occasion pour l'opposition de gauche de dénoncer un projet gouvernemental qui convient à la droite. C'est un accord vite expédié qui m'a manifestement montré qu'il y avait un accord en coulisses entre En Marche, la majorité En Marche de l'Assemblée, et les Républicains. L'Assemblée nationale mercredi et le Sénat jeudi doivent encore voter en séance sur cet accord, une simple formalité qui clôturera les discussions parlementaires sur le sujet.
Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Benjamin Corria, bonsoir, professeur d'économie à l'Université Paris 13, membre des économistes atterrés. Alexandre Malafaille, bonsoir à vous également, président fondateur du think tank Sinopia. Merci à tous les deux. On arrive au bout de cet épisode législatif. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que, oui ou non, finalement, la pression exercée par les syndicats aura porté ses fruits? Est-ce qu'elle aura payé, Benjamin Corria? Ah, ça, je crois que c'est à peu près incontestable. Est-ce que les syndicats ont obtenu tout ce qu'ils voulaient? Certainement pas. Mais par rapport à la situation initiale, il y a eu des avancées, en tout cas dans le sens des demandes syndicales, très importantes. Alors, on peut les énoncer d'ailleurs, pour aller vite. Alors, il y a celles qui concernent le statut de la société et le plan. Et puis il y a ce qui concerne la dimension sociale, si on peut dire. Alors, en ce qui concerne le statut de la société, la grande crainte, c'était les privatisations. En principe, mais il y a quand même eu des notes qui ont circulé, etc. Bon, en principe, c'est garanti, en tout cas pour un certain temps. Par ailleurs, sur la question de la reprise de la dette, qui est fondamentale, 35 milliards, c'est quand même pas rien. Donc, la question, c'est dans quelle mesure exacte ça va désendetter l'entreprise elle-même et comment ça va lui permettre de refaire du cash, si je peux dire. Bon. En ce qui concerne l'investissement, bon, bref, sur tout ça, il y a eu de vraies avancées. Sur les aspects sociaux, ils n'ont pas eu... Donc le statut va prendre fin, en tout cas, si les choses... Ça faisait partie des lignes rouges imposées par le gouvernement. Oui, ça faisait partie des lignes rouges, mais à partir du moment où, d'un côté, il y a cette histoire de sac à dos social qui, semble-t-il, est bien rempli, on va voir, dans la mesure où il y a possibilité de retour des gens qui sont transférés, et dans la mesure où on annonce qu'on va reprendre et réouvrir la négociation de branches qu'on n'aurait jamais dû arrêter, parce que c'était un moyen... Bon, voilà. Donc, oui, incontestablement, il y a des progrès qui ont été faits. Est-ce que les syndicats ont obtenu tout ce qu'ils voulaient? Certainement pas, évidemment. Est-ce qu'il était nécessaire de procéder comme a fait le gouvernement de manière extrêmement dure, en provoquant au conflit? Vraiment, on se le demande, quoi. Alexandre Malafaille, est-ce qu'on peut, oui ou non, au bout de ce conflit qui dure depuis des mois, parler d'une victoire syndicale, demi-victoire, ou au contraire, victoire du gouvernement qui a gagné dans cette affaire finalement? J'aimerais bien le savoir, parce qu'en fait, la question qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce qu'on fait de la SNCF. C'est le projet qui est derrière. Et là, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on en fait une espèce de village gaulois où on défend malgré tout, de manière assez habile, des statuts? Parce que ce qu'a dit Benjamin Corria est vrai, sur l'ouverture des négociations sur la convention collective propre aux ferroviaires, il y a du grain à moudre dans des proportions considérables. À partir de vendredi, d'ailleurs. À partir de vendredi. Et si le gouvernement lâche du lest, globalement, on pourra très bien avoir des statuts de salariés privés, mais qui auront quasiment les mêmes avantages et qui seront défendus par les mêmes syndicats. Donc globalement, on peut faire une espèce de jeu à match nul et au bout du compte, il n'y aura pas d'avancée véritable sur le fond du fond. Bon, on verra ce volet-là plus tard. Mais sur le fond, c'est quoi? C'est de faire une entreprise préservée du monde avec des avantages différents et dont avec les injustices qui peuvent être quand même considérées comme étant réelles, ou c'est d'en faire un grand champion européen du transport. Voilà. Moi, j'aurais aimé... Vous n'avez pas cette réponse, vous n'avez pas la réponse à cette question? Pour l'instant, j'ai pas le sentiment d'avoir cette réponse à la question. Or, c'est quelque part en tant que citoyen, c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est de dire parce que c'est pas le tout d'avoir un statut, c'est pas le tout d'ouvrir le capital, enfin comme il est fait, c'est-à-dire en le préservant, mais en faisant une entreprise publique. Tout ça pour faire quoi? Voilà. Et cette dimension du projet d'entreprise qui devait accompagner, si je puis dire, sa transformation, ça, j'en suis éminemment frustré. Et j'en suis d'autant plus frustré que ça fait 2 mois et demi qu'on subit des grèves, que je me dis qu'au bout du compte, je sais pas quel était l'objectif du gouvernement, mais si l'objectif était vraiment de rester droit dans ses bottes par rapport à la posture initiale, on est loin du compte. Donc 2 mois et demi de perturbation de la vie européenne, nationale, française, à l'image de la France, des perturbations pour les usagers pour arriver à ça. Et pour les entreprises. Méthode, exactement, ça coûte très cher à tout le monde. Cette méthode-là, effectivement, elle est contestable. Donc là encore, on revient sur les questions de méthode, mais sur le fond, moi je dis vraiment, il y a un vide absolu. C'est quelle entreprise de mobilité éventuellement durable avec la dimension écologique de ce que fait la SNCF, quel savoir-faire on a et comment on en fait un champion? Il a manqué une vision alors. Ah mais moi je suis parfaitement d'accord avec ça. Je trouve que c'est le grand trou depuis le début. Qui est le projet d'entreprise lui-même. Il y a la dimension sociale. Ils ont parlé d'efficacité, ils ont voulu une entreprise plus efficace. Mais non, mais ils n'ont pas dit... Les trains qui arrivent à l'heure pour les usagers. Non, mais attendez, ils n'ont pas dit, dit ni pourquoi ni comment. Ils ont simplement dit qu'ils allaient casser le statut, qu'ils allaient privatiser. Ils n'ont absolument pas parlé de la reprise de la dette. Il a fallu attendre les 15 derniers jours. Évidemment, c'était un argument de négociation.
Ils ont attendu la fin. Mais c'était l'inverse. C'était l'inverse. C'est-à-dire, s'ils avaient dit on est prêt à reprendre la dette, voilà notre projet d'entreprise, voilà les formes d'ouverture à la concurrence, parce qu'il y a aussi une grande discussion là-dessus. On peut ouvrir à la concurrence de 36 manières. Si ouvrir à la concurrence va consister à donner aux entreprises privées les entreprises les plus rentables et empêcher la SNCF de faire quelque part du gras pour rénover son réseau, ça va être désastreux. Je veux dire, il y aura un bénéfice pour les voyageurs haut de gamme qui vont payer leur TGV moins cher. Mais le citoyen de base qui bénéficie des transferts TGV pour l'alimentation des rames locales, et très insuffisamment, puisque effectivement ça ne marche pas bien, risque d'être pénalisé. Donc moi je suis d'accord, il manquait et il manque toujours le projet d'entreprise. Alors c'est la fin du processus législatif, la grève va pourtant continuer avec une nouvelle journée de mobilisation demain. La question que beaucoup d'usagers se posent maintenant, c'est pourquoi encore une grève? Gérard Cornu, sénateur LR, rapporteur du projet de loi SNCF, interrogé par Tam Tranui tout à l'heure dans Sénat 360, nous dit c'est terminé, la grève ne sert plus à rien. La loi maintenant est votée, la CMP est conclusive, donc en fait mercredi et jeudi, jour du vote du Sénat, de l'Assemblée et du Sénat, eh bien en fait c'est qu'une formalité. Donc maintenant en fait la grève ne sert plus à rien, la loi est votée et faire grève contre la loi, c'est faire à mon avis preuve d'irresponsabilité. Alexandre Malafaille, c'est irresponsable de continuer la grève, elle ne sert plus à rien? C'est pas très cohérent. Maintenant, cela dit, il y a deux problèmes. Un, c'est comment on en sort. Comment on en sort quand on s'est mis dans une posture quand même très agressive avec des lignes de revendication encore très éloigné de la réalité à laquelle on est en train d'arriver. C'est différent selon les syndicats. Oui, non, mais on est d'accord. Il y aura peut-être une dislocation de l'espèce de front qu'il y avait jusqu'à présent, mais il n'empêche qu'on peut garder 2-3 syndicats qui restent très revendicatifs et qui vont avoir un problème de pas perdre la face. Comment on en sort sans tout d'un coup être obligé de dire finalement tout ça n'a pas servi à la totalité de ce qu'on voulait. Et puis deuxièmement, il y a cette pression qui peut continuer à être exercée par rapport à la négociation sur la convention collective. Et où là, il y a un vrai levier parce que finalement, tout ce qui n'est pas encore dans la loi, dans les amendements qui ont été négociés, et de toute façon, ça s'est déjà passé. Vous prenez des entreprises comme Naval Group, à l'époque où elles s'appelaient des CNS, quand ils ont transformé l'entreprise, l'un des très gros enjeux qui avait été parfaitement identifié par la direction générale de l'entreprise et par la direction des ressources humaines de l'entreprise, c'était cet aspect-là de la négociation. Dire attention, il ne suffit pas de changer la loi, il suffit de regarder ce qu'on va mettre dans le texte de la convention collective. Et si ça, c'est pas bien préparé en amont, et si les syndicats sont plus affûtés qu'effectivement ne l'est le gouvernement là-dessus, et en tout cas la partie qui est en face, effectivement, on va avoir, et c'est l'objectif de l'UNSA dont j'ai lu une déclaration aujourd'hui, dire on veut un accord qui donne aux salariés du statut privé les mêmes avantages que ceux du public. Donc, si c'est ça l'objectif, très bien. Moi, je ne porte pas d'objectif sur le fond. J'ai dit si c'était ça l'objectif, il fallait le dire avant. C'était pas la peine de bloquer le pays et de braquer tout le monde pendant 3 mois. Non, mais ça, c'est normal dans une logique d'affrontement que les syndicats mettent ça en avant. Ils savent très bien qu'à un moment, il va falloir négocier, etc. Moi, je comprends que les Français soient un peu lassés, mais je veux dire, là, on est à 2 doigts, d'une certaine manière, sauf coup de théâtre, de la conclusion. Je comprends très bien que les syndicats tiennent bon et disent on attend d'être sûr que les décrets d'application, que ce qui va être Gérard Cornu négocié... nous dit c'est une formalité ce qui va se passer mercredi. Oui, mais ça, il est très gentil, mais je veux dire... Les décrets sont pas connus. Mais bien sûr, les décrets sont pas connus et la négociation s'ouvre. Donc je veux dire, rien n'est réglé. Enfin, rien n'est réglé. Il y a des choses... Il y a le cadre qui est posé. Il y a un autre combat qui commence. Il y a un autre combat qui est qu'est-ce qu'on met dans ce cadre, et il y aura toute une série de choses très précises et très importantes. Tout aussi important parce qu'il concerne pour le coup vraiment le volet social. Oui. C'est-à-dire que les autres sont des volets plus techniques, juridiques, le statut de la société, le Donc on n'a pas fini de parler de la SNCF sur Public. Non. Deuxième thème de ce match, la colère des agriculteurs contre les importations d'huile de palme accordées par le gouvernement au groupe Total. Ils ont bloqué la bioraffinerie de la Med pendant plusieurs heures avant de lever le blocage. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, leur a répondu ce matin sur Europe 1. En gros, il leur dit on a hérité du dossier, on l'a amélioré. Un héritage du gouvernement précédent qu'on ne renie pas, puisqu'il s'agissait aussi de sauver des emplois sur le site de la Med. Une fois de plus, le dossier de la Med, il est peut-être un prétexte aujourd'hui pour parler de la question plus globale des biocarburants, mais ayons ce débat, et moi je prône justement, comme Nicolas Hulot, à ce que l'on puisse diminuer la part d'importation dans notre pays et en Europe. Benjamin Correa, c'est vrai qu'il a hérité du dossier, ce gouvernement. Pourquoi on hurle sur lui aujourd'hui ?
Il a hérité du dossier, mais comme il a hérité de beaucoup d'autres dossiers sur lesquels il a fait des arbitrages différents. Hein. Il a hérité de Notre-Dame-des-Landes, qui était quand même autrement épineux, et il a fait un arbitrage qui n'était absolument pas, même celui qu'il annonçait. Donc moi, j'accepte pas trop ce genre d'argument. Voilà, j'accepte pas trop ce genre d'argument. Alors la question qui est posée, c'est, elle est double. Il y a une question sur la filière des agrocarburants, dont le bilan écologique, finalement, n'est pas merveilleux. Donc, il y a vraiment une discussion à avoir, hein, parce que si on prend en compte l'ensemble de la filière, c'est très décevant. Et puis, il y a la question de autorise-t-on l'importation d'huile de palme végétale, qui est à l'origine d'une déforestation massive, même si elle a un coût de production en biocarburant inférieur à celui que, par exemple, de la filière colza, qui est revendiquée par les agriculteurs. Alors, et l'emploi aussi, peut-être. Mais l'emploi, de toute façon, on ne va pas la fermer, la raffinerie. La question, c'est avec quoi on va la faire tourner. Donc, je veux dire, c'est... Voilà, et à quel prix. Voilà. Mais si vous voulez, moi, je veux dire, pour une fois, hein, je vais me retrouver du côté de la FNSEA, parce que effectivement, je serais plutôt favorable à ce que on arrête la déforestation, bien, mais comment dire, il faut qu'il joue le jeu sur tout alors. Hein. Il faut qu'il nous parle des néonicotinoïdes, il faut qu'il nous parle du glyphosate. Il ne faut pas que tout d'un coup, il devienne écologiste et anti-destructeur de forêt. Donc, il y a une vraie difficulté, hein. Je veux dire, c'est un nœud de questions différentes qui sont là derrière. La question économique est importante quand même. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, interrogé par Ouest France, répondait à cette question d'un journaliste. Pourquoi ne pas éliminer totalement l'huile de palme? Voici ce qu'il répond. Parce que c'est le composant le moins cher et que nous avons des concurrents. Si on renonce à l'huile de palme, l'usine sera en perte. On est le seul pays au monde à avoir cette hystérie contre l'huile de palme. Il faudrait prendre le sujet avec un peu de recul, Alexandre Malafaille. Il y a aussi une dimension économique. On parlera de la dimension écologique dans un instant, mais elle ne tourne pas, cette usine? Il y a un problème d'emploi? Non, mais cette usine, elle était condamnée à la fermeture. Le deal qui avait été fait, c'est de dire, voilà, on l'a reconvertie. Total a investi 200 millions d'euros pour la reconvertir, pour produire du biocarburant. Et ce biocarburant, après, on l'incorpore à d'autres carburants à base d'hydrocarbures. Voilà, ça mélange. Bon, donc ça a été fait. Ça a été fait pour quelle raison? Parce qu'à la base, cette entreprise avait vocation à fermer, cette raffinerie avait vocation à fermer. C'était quoi? C'était de sauver les emplois, à peu près 300 emplois. Donc le deal a été conclu. Et dans le deal, il avait été négocié qu'effectivement, Total pourrait aller chercher effectivement les biocarburants, enfin les produits de base dont elle a besoin, y compris en Indonésie, sachant qu'il s'agit d'huile durable pour l'essentiel. Donc ça veut dire que ça provient de forêts qui se régénèrent. Alors, elles ont été plantées effectivement en palmier, mais n'empêche qu'on n'est pas en train en permanence de déforester. Il faut faire un tout petit peu attention sur la manière dont on porte le jugement sur le sujet. Mais si demain, effectivement, on se rabat sur une production française, non pas de palme, mais de colza, bon, est-ce que le marché français est prêt à accuser le choc? Parce qu'on parle de 300 à 400 000 tonnes par an. Deuxièmement, est-ce que c'est ça qu'on veut faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut avoir une agriculture massive, sans doute subventionnée, en France, alors qu'on est peut-être plus en train de se dire qu'après tout, il vaut mieux développer des filières plus qualitatives, plus en rapport avec l'environnement, plus de proximité, que de faire de nouveau de la grande production de masse. Donc ça aussi, c'est un vrai gros sujet qui, pour le coup, qui est pas traité. Et puis après, si on décide de ne pas aller dans cette voie de haute valeur ajoutée qui permet de restaurer les marges des agriculteurs, parce que le grand malaise, il est là, il est les marges des agriculteurs, il n'est pas tellement que ce soit palme ou autre chose, ou colza ou autre chose, c'est vraiment les marges. Eh bien, si on le fait et qu'on leur dit, OK, on va faire du colza à haute dose, on va vous subventionner, qui va payer à la fin? Est-ce qu'on est prêt à surenchérir encore le prix à la pompe? Parce que de toute façon, effectivement, c'est un problème de rentabilité. Total ne va pas subventionner sur ses deniers le fait qu'on produit à perte et qu'on va effectivement vendre du carburant à perte en France. Il n'y a pas de raison, ni économique, ni sociale. C'est pas justifié. Benjamin Corrier, il nous reste moins d'une minute. Non, mais je ne suis pas en désaccord du tout avec ce qui a été dit. Il faut comme juste une toute petite chose. La question de l'huile de palme avec la Malaisie, il semble qu'elle est quand même liée à des promesses d'achat d'armes par les Malaisiens. D'où le fait qu'on tient bon sur le fait qu'on va continuer à importer de l'huile de palme de Malaisie. Alors, tout est lié, oui. Tout est lié probablement, ça c'est pas nouveau. Bien sûr. Donc il n'y a pas 150 000 solutions. Je l'ai dit, le bilan écologique de la filière des agrocarburants n'est pas excellent. Ceci dit, si on rentre là-dedans, il est clair qu'il y a quelque chose qui sera à voir dans la fiscalité. Et la fiscalité aujourd'hui étatique sur l'essence, elle est monumentale. Et on doit déjà s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine, porte-parole de La République En Marche. Bonne soirée, restez au cœur du débat.